Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute toujours de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain, ou Menro sur les réseaux sociaux, et je suis entouré par mes chers compatriotes. Tout d'abord, je retrouve l'explosif Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. Comment ça va Gauthier ? Ça va très bien, on a réuni la cellule de crise, on va pouvoir parler ensemble de la situation. Nous avons aussi Monsieur News avec nous, Magic Ando est là. Salut, bonjour à tous, ça va ? Ça va très bien, puisqu'aujourd'hui, on va parler un petit peu en avance d'un film événement à venir sur Netflix d'ici la semaine prochaine, qui s'appelle A House of Dynamite, ou Dynamite, si on prononce à l'anglaise, entre les deux. C'est juste le nouveau thriller politique signé Catherine Bigelow. Ensuite, Gauthier, tu vas évidemment nous faire ta chronique, les pieds dans le plat, et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais recommencer à vous parler de format, mais de format pour... La dernière fois, on avait parlé de durée d'épisode. Là, je vais vous parler de format d'image. Et je vais vous poser quelques questions qui, à mon avis, soulèveront des petits points d'interrogation qui seront peut-être pas répondus. Voilà. Et on se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties qui m'ont interpellé cette semaine. C'est la watchlist de Menro. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news de Andou. Boum. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aimez Originals, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez, commentez nos épisodes s'il vous plaît. Un peu partout, on a besoin de vous. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la plus écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Alors Andou, ça vient de tomber. Ça vient de tomber ? Eh ben, ça vient de tomber. Ça Alors, vient de c'est tomber. vraiment. Pendant cet épisode, je pense que je vais faire pas mal de métaphores filées par rapport aux bombes, aux explosions. Bon, on expliquera dans la deuxième partie Ok. pourquoi. Mais là, c'est tendu là. Là, c'est tendu. Ouais. Alors, D'accord. où est-ce que ça a explosé ? C'est explosé dans l'univers d'Harry Potter. Encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est de l'or que tu vas nous raconter. De l'or ? De l'or. Ok. Je l'ai pas. Tu l'as pas ? Tu vas nous parler d'un alchimiste qui transforme Ah le oui, plomb en or. bien sûr. Pardon, je l'avais pas. Non, je pensais qu'on allait parler plutôt de pierre, enfin de pierre caillou, hein, pas pierre. Bref. Tu nous dis de quoi il On y va, on y De quoi arrive. on parle ? On est sur HBO Max et on parle donc de la série. On a des news sur la série Harry Potter qui va sortir sur la plateforme en 2027. Un autre acteur a rejoint le casting. Alors, on ne sait toujours pas si Voldemort sera un homme ou une femme. Par contre, on sait qu'un acteur français vient de rejoindre le casting. Et il s'agit d'un acteur français nommé 7 fois au César. André Dussolier. Non, pardon. Mais très pas loin. C'est parce qu'on l'a croisé hier dans la rue avec Andou. Donc... C'est vrai que c'est possible. Et en plus, il aurait été aussi pas mal dans ce rôle-là. Non, en fait, c'est Lambert Wilson Ah, très bien. qui rejoint le casting et qui va donc prendre... J'étais pas si loin, hein, franchement. C'est ce que je disais. Ouais. Ouais, non, t'étais pas loin. Non. Donc, il va incarner le fameux Nicolas Flamel. Alors, pour ceux qui se rappellent, Nicolas Flamel, c'est un nom qu'on entendait souvent dans le premier épisode, mais dont on n'a jamais vu en fait, on en parle, mais sans jamais voir qui c'est. Et en fait, il est associé à la pierre philosophale, notamment. C'est lui, du coup, qui est l'alchimiste célèbre qui aurait créé la pierre philosophale. C'est un personnage qui est inspiré d'un véritable alchimiste, pour le coup. Et donc là, c'est Lambert Wilson qui va incarner l'alchimiste. Eh ben formidable. Ouais, Voilà. c'est très Un bien. français pour incarner un français. Oui. Alors, Alors, voilà. Après, c'est tout le temps Lambert Wilson. oui, Dès que c'est Hollywood. Ouais, moi j'aime bien. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Après, sa carrière, Mais c'est moins n'importe quoi que Christophe Lambert pour aller dans tous les Lambert, mais ouais, enfin, parfois il va dans. Christopher Lambert Wilson. Ouais, Christopher Lambert Wilson. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de deux mecs. Hop, on les fusionne. Non, en fait, moi, je comprends le choix de casting dans le sens où on sait qu'il parle anglais couramment avec Ouais. un accent français Complètement. très identifié. Mais voilà, il était dans Matrix notamment, Oui, ouais, et c'est Warner. Je Et pense Warner, à lui. c'est Harry Potter. Donc c'est simple, il était dans les. Il était dans la shortlist au-dessus. il était Il était en haut de la pile. Ils avaient son 06. Et du coup, juste pour la petite info, on voit quand même un Nicolas Flamel apparaître dans Les Animaux Fantastiques, dans les crimes de Grindelwald, où en fait, du coup, l'alchimiste était incarné par l'acteur Brontis Jodorowsky. Ok, Voilà. ok, très bien. On s'en rappelle plus, mais Non. ouais, en fait, il aide Norbert Dragono. Très bien. Ok, attention, ça vient de tomber. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui est tombé ? Ah, je sais pas. Un plus. Le Ça, c'est un plus en moins. Ouais, c'est un plus en moins. Le plus est tombé.
Mais le plus de quoi? Eh ben le plus de Apple TV+. Donc ça y est, le service de plateforme a décidé de changer son nom. Donc c'est Apple TV tout court maintenant. Ouais. Maintenant c'est Apple TV tout court. Et c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on communiquait en dehors de cette émission, je savais jamais comment il fallait appeler la plateforme. Mais c'était Apple TV+, maintenant c'est Apple TV tout court, et du coup ça fait confusion avec le système d'Apple TV. Ouais, parce Qui est que autre chose. Oui, Ah, exactement. ouais, Mais ouais, parce qu'en bah fait, oui. c'est ça. C'est qu'en fait, avant, il y avait 3 entités. Il y avait le boîtier matériel qu'on appelait Apple TV. Il y avait l'application qui s'appelait Apple TV. Et le service de plateforme, c'est Apple TV+. Sachant que quand tu vas sur Internet, en fait, tu tapes Apple TV et tu arrives sur Apple TV+. En fait, tu vois, l'adresse Internet ne s'appelait pas Apple TV+. Donc là, ils ont décidé autour d'une table de se dire peut-être qu'on peut rendre les choses plus cohérentes, tout ça. Donc voilà. Il y a vraiment des réunions qui valent le coup C'est clair, chez ouais. les plateformes. C'est une révolution. Absolument. C'est une révolution, ouais. Voilà. Ok, donc après HBO Max, HBO Max qui redevient... Ouais, voilà. c'est Tout le monde a décidé Là, de changer de nom. Ouais, mais c'est bizarre parce que quand même le plus est identifié dans la tête des consommateurs et des Ouais. utilisateurs et utilisatrices. On attend la Comme étant plateforme le truc de- associée. Paramount+, complètement. Disney+. Oui, c'est pour ça, moi, dans le doute, je les appelle tous plus. Peacock plus, Crunchyroll plus, HBO Max plus. Ouais, Canal+. Ouais, Canal+, non, mais non, Andou, ça vient de tomber. Et attention, d'accord. Donc il y a encore quelque chose qui pardon. vient de tomber. C'est alors c'est quoi? Alors cette fois-ci, on va parler de la saga Jason Bourne. Alors figurez-vous que une nouvelle série inspirée, pareil, donc d'un livre écrit par Robert Ludlum, donc Robert Ludlum qui est l'auteur de la saga Jason Bourne. Une nouvelle série va bientôt voir le jour, et cette série s'appelle The Ambler Warning. Et c'est Jessica Biel qui va être l'héroïne de cette série. Donc Jessica Biel, pour rappel, c'est 7 à la maison. Ouais. Voilà. Et puis on l'a vu récemment. Alors on l'a vu récemment où? Dans une série sur Netflix, Qui s'appelle? The Sinners, je crois. Oui, exactement. Et on l'a vu dans Total Recall, ouais. Le remake. Le remake, ouais. Mais du Oui, coup, il y a non, mais très longtemps. c'est surtout, voilà, moi, je C'était il y a suis, très je suis longtemps. désolé, je vole les infos sur ton écran parce que je les vois. Pour moi, c'était la meuf qui était dans le remake de Massacre à la tronçonneuse en 2003. Aussi, ouais. Excellent remake. Et qui, depuis, s'était pour moi spécialisé dans le pétage de gueule et le cassage de bras, quoi. Ouais, ça y est, ouais. Mais ça revient parce que. Mais du coup, c'est pour Voilà. ça que je. Elle fait Jason Bourne, voilà, en gros. Ouais, donc, donc c'est c'est pour ça du coup que je ça. pense. Du coup, quand on dit une Jason Bourne au féminin, bon moi du coup, moi j'aime pas trop cette appellation parce que ça fait toujours encore le côté les femmes n'ont pas leur histoire héroïne, à raconter, ouais. mais Ouais, tiens, ouais. on va prendre un héros pour que ce soit plus facilement identifié. On va prendre un héros bien connu, puis on va en faire une version féminine. Alors le truc, c'est que là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Robert Ludlum, le personnage principal de The Ambler Warning est un homme. Il s'appelle Hal. Ah ouais, Et là, en d'accord. fait, pour le coup, pour la série, ils ont décidé de féminiser le personnage. Ouais. Donc, Moi, ça, alors, moi, je vais un peu dans ton sens, surtout qu'il me semble que commercialement parlant, ça fait 10 ans qu'on a compris que ça marche pas, cette idée de je prends une franchise masculine et, Ouais. et je remplace par des meufs. ouais, on peut penser à c'est- Ocean's 8, par exemple. Ouais, Ocean's 8, Ghostbusters, voilà, c'était une catastrophe tout ce et tout ça. Donc, il vaudrait mieux que les scénaristes bossent, au fait, et créent des bons personnages féminins. Ça doit pouvoir exister, en fait. Complètement. Ça veut pas dire, si ça se trouve, le Bourne au féminin, là, il est chambé. Hein, Oui, j'ai ça, pas vu, j'ai pas vu. Mais bon, en plus, quand tu dis un Bourneau féminin, en plus, ce qui est con, c'est que ça spoil déjà un petit peu l'intrigue parce que là, je vous fais le pitch. En gros, Jessica Biel va se réveiller gravement blessée et amnésique dans une prison de haute sécurité réservée aux espions et espionnes dangereux. Ça a jamais été vu. Jamais, jamais. Non. Ceci est une révolution. Voilà, merci Andou. Ce sera tout aujourd'hui pour les news, hein, du coup. Et on va passer au gros plan de la semaine. House of Dynamite. Dynamite. 1, 2, 3, House of Dynamite. The House of Dynamite. On l'a dit, c'est l'événement de la semaine, mais en fait, c'est l'événement de la semaine prochaine. Parce qu'il s'agit d'un des films les plus attendus de l'année. Hein. C'est le nouveau thriller politique de Catherine Bigelow, qui a déjà été oscarisé. Je crois que c'était pour Zero Dark Thirty. Ouais, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Non, pour The Hurt Locker.
Des mineurs. Ah, pour des mineurs, Tu as raison. pardon. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle avec une petite semaine d'avance? Tout simplement parce que le calendrier de fin d'année des plateformes est particulièrement fourni. Ouais, et tout tout en même temps. Et de manière à pouvoir traiter tout, on a décidé de prendre un petit peu d'avance sur un film, parce qu'un film, ça se rattrape assez rapidement d'une semaine sur l'autre, puisque là, c'est 112 minutes contre beaucoup trop d'heures de visionnage et beaucoup trop d'épisodes la plupart du temps. Et encore, il y a Stranger Things qui arrive. Attention, accrochez-vous. J'ai calculé, il y en a pour 19h10. Faut juste pour la saison qui arrive. Juste pour la saison qui arrive. Formidable. Donc, on revient à notre House of Dynamite, que vous n'avez pas encore vu, évidemment, puisque ce n'est pas encore sorti. Donc, à quoi s'attendre? Évidemment, ce sera un gros plan garanti sans spoiler, vous l'aurez bien compris. On va essayer de vous donner l'eau à la bouche pour regarder ce nouveau film. Ça parle de quoi? Ça parle tout simplement d'un scénario un petit peu glaçant, puisque un missile intercontinental est lancé sur les États-Unis, mais qu'il n'y a aucune revendication claire pour savoir qui a lancé ce missile. Le mystère plane, et donc savoir qui est derrière et comment riposter, c'est toute l'intrigue du film. L'histoire se déroule donc dans l'urgence extrême, puisque le personnage de la Maison Blanche, des responsables militaires, des experts stratégiques sont tous tiraillés entre la peur, les protocoles, les décisions morales, et le temps presse. Je croyais que c'était juste histoire d'être paré à tout. Que c'était pour impressionner. Pour que le monde tourne rond. En voyant qu'on est prêt à réagir, personne ne commence une guerre nucléaire. On est sûr de ça? Le Stratcom veut l'ordre de déclencher un tir de représailles. Il va falloir que vous respiriez. On parle d'arrêter une balle avec une balle. Alors on joue à pile ou face, c'est ça? On a investi 50 milliards de dollars pour un gadget? Tout ça n'a pas de sens. Avec toutes ces bombes, ces plans d'attaque. Alors, messieurs, vous avez vu ce film en avance. En un mot, qu'est-ce que vous en avez pensé? En un mot? Oui, d'abord. Pyjama. Non, pardon. Je vais le faire en quelques mots. J'ai trouvé ça remarquable. Je trouve que Catherine Bigelow est une cinéaste prodigieuse et qu'on est content d'être ses contemporains. Elle fait pas assez de films. Ouais, absolument. Ouais. C'est une tension qui dure en gros 25 minutes, puisqu'on vit 3 fois les mêmes 25 minutes, mais pas 3 fois du même point de vue, ce qui est pas révolutionnaire. On a déjà parlé de trucs un peu à la Rashomon, même dans cette émission. Mais c'est très finement fait, monté, filmé avec une belle tension et avec une distribution absolument incroyable. Tout le monde est connu, même le plus petit rôle il est connu. Alors justement, Idris Elba dans le rôle du président américain, Rebecca Ferguson dans le rôle du personnage presque quasiment principal, le Captain Oliver Walker. Mais on aura aussi Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King. Bon, Jason Clarke, évidemment, il est là. Histoire de faire une nouvelle exception dans sa carrière. Et il est méchant avec Jason Clarke. Pour moi, c'est un repère. Quand il est dedans, en général, c'est pas bon. C'est chez Catherine Bigelow. Andou, comment t'as trouvé le film, toi? Je l'ai trouvé. Alors, en un mot, je dirais peut-être haletant. On est vraiment sur un rythme effréné. En fait, la menace arrive assez vite dans l'histoire. On comprend tout de suite les enjeux assez vite et on est assez. Alors moi, je connaissais pas le principe du découpage du film en 3 actes qui sont en fait 3 points de vue différents selon les entités de la défense nationale. Du coup, j'ai été agréablement surpris. Et bon, après, du coup, je trouve que ça marche très bien sur 2 actes. Le 3e, par contre, comme je le disais, j'ai un petit peu des réserves quant au 3e acte, parce que je trouve que quand on fait des changements de point de vue, comme des points de vue comme ça, l'intérêt de le faire, c'est que les points de vue apportent quelque chose à l'histoire, alors que là, j'ai quand même eu l'impression que l'idée de découper le film en 3 actes comme ça, c'était pour pouvoir voir le plus de monde possible, et que dans une narration plus linéaire, ça aurait été indigeste de voir autant de gens d'un coup.
en fait. Je trouve que la virtuosité de Catherine Bigelow était de rendre toute cette histoire très lisible, malgré tous les rouages et tous les acteurs et actrices en fait de la défense nationale, les différents échelons, parce qu'en fait du coup on remonte quasiment, on part de l'opérationnel et on navigue et sur la chaîne de commande jusqu'à arriver jusqu'au pouvoir décisionnaire ultime. Et du coup c'était intéressant de voir ces différents échelons à travers cette crise. Après c'est une crise qu'on a déjà vue plusieurs fois. En sortant, moi du coup j'ai tout de suite pensé à USS Alabama, qui est un peu sur la même thématique la menace nucléaire est là. Faut-il riposter tout de suite? Faut-il attendre? La somme de toutes les peurs aussi. La somme de toutes les peurs, voilà. Voilà, c'est la raison vs le bon sens, quoi. Gauthier, plutôt crise humaine ou un portrait politique du pouvoir et de ses limites? Moi, je dirais que ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma de Catherine Bigelow, c'est qu'elle va toujours nous filmer des images qu'on n'a pas eues. Tu vois, l'assaut sur Ben Laden, par exemple, c'est la reconstitution d'images qu'on n'a pas vues et qu'on brûlait un petit peu de voir. Même l'histoire du K-19, qui était déjà une histoire de sous-marin nucléaire pendant la guerre froide, et on braquait la caméra sur ces héros russes qui étaient dans ce premier sous-marin nucléaire russe. Ils avaient un problème, ils avaient un accident et ils essayaient d'éviter au prix de leur vie un accident nucléaire, quoi. Détroit aussi, hein, c'était une reconstitution d'un truc sur lequel on n'avait pas la vérité, quoi. Donc je suis assez content qu'elle utilise sa carrière comme ça, d'autant que ce film, en gros, nous raconte en 3 fois 25 minutes un truc que si ça nous arrive pour de vrai, on verra pas. Imaginons que, ça y est, les renseignements d'un pays comme les États-Unis apprennent qu'il y a un missile qui est parti et que ça leur arrive dans la gueule dans 25 minutes, là. Bah, ils ont 25 minutes pour établir d'où ça vient, où ça va, si ça frappe sa cible, ça fait combien de morts, comment on riposte, est-ce qu'on a de quoi l'éviter, est-ce qu'on peut l'éviter, est-ce qu'on l'a évité, si on l'évite pas, on fait quoi, et tout ça. Enfin bon, c'est vrai qu'en fait, avant le film, je pensais pas qu'un missile allait aussi vite, un missile air continental allait aussi vite d'un continent à un autre, en fait. C'est vrai que là, on est sur 25 minutes en temps réel. Et du coup, le fait qu'on ne sache pas de manière claire qui a lancé ce missile, ce côté anonyme, ça change la perception du danger pour vous? Non, ça met juste... Alors, oui et non, parce qu'en fait, justement, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est un petit peu la question ici, mais pour le coup, c'est peut-être cet anonymat qui oriente aussi le film vers une question que Catherine Bigelow pose, qui est avec tout l'arsenal qu'on a, avec le pognon qu'on met dans la défense nationale, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi, à voir d'où vient le missile, et surtout, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Parce que du coup, voilà, le truc, c'est qu'il y a tellement d'enjeux qu'au final, on a beau avoir tout l'argent du monde, le plus important, c'est de savoir prendre des décisions, en fait. Et je pense qu'il y a une petite critique par rapport à ça. Gauthier, tu confirmes le côté dépendance à la technologie en temps de crise? Oui, il y a ça, mais le film dit aussi autre chose d'assez vertigineux, qui est que, en gros, si une telle chose arrive... La situation géopolitique va se clarifier et se simplifier de manière horrible. C'est-à-dire que comme ils ont que 25 minutes pour savoir de chez qui ça vient et pourquoi et tout ça, bah ils lâchent l'affaire assez vite, au fait. La question, ils la règlent pas. Ils se disent juste, bon bah si on riposte contre tous les gens qu'on n'aime pas, en gros. Voilà. Et en fait, oui, c'est ça. Ils vont pas aller chercher très très loin de savoir d'où ça vient. Si, il y a un moment où ils appellent les Russes quand même, parce que réflexe numéro 1, on va appeler les Russes. Et en fait, il y a genre 4 suspects potentiels, mais quand même, ça se trouve, c'est les Russes qui ont manigancé pour faire croire que c'est les autres suspects potentiels. Exactement. Donc il y a un call. Il y a une conversation téléphonique lunaire avec le secrétaire de la défense russe, c'est ça? Et où ils sont là en train de dire « c'est vous ?» Et les Russes, ils répondent « bah non, évidemment que c'est pas nous !» Et ils font « vous êtes sûr ?» « ouais !» Et tu vois, quelle est ta certitude là-dedans? Vous avez des garanties? Non, mais c'est pas nous.
Mais c'est vrai qu'il y a un écho quand même entre les tensions actuelles que dans le monde, que la géopolitique mondiale est vraiment houleuse en ce moment, et quand même un écho de la guerre froide avec toute cette peur des bombes russes dans les années 60 aux États-Unis. Le film, c'est bien simple. Le film, il commence sur un carton qui dit exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire. Et je l'ai pas vu. Il commence par ça. Il commence par un truc qui dit c'est pas compliqué. Il y a eu la guerre froide. On en est sorti sur un consensus où tout le monde était de bonne volonté et tout le monde s'est dit on se fout pas les missiles nucléaires sur la gueule. Et ben ce monde-là, il est terminé. Non. Ouais, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'ouverture du film par rapport à ça, c'est que c'est vrai que on a l'impression du coup que c'est quand même du déjà vu, mais finalement, en fait, quand on prend un peu de recul par rapport à la situation géopolitique, c'est vrai que c'est autant flippant dans les années 90 d'avoir tous ces gens qui étaient armés, donc n'importe qui pouvait tirer, mais du coup, tout le monde était aux aguets, que la période de calme, on va dire, qui a suivi, et que là, du coup, en fait, un missile qui part, en fait, on s'y attendait presque pas, en fait. Donc c'est pour ça que du coup la cellule où travaille en fait Rebecca Ferguson, c'est une cellule qui est censée contrôler en fait tous les essais et tout le développement nucléaire des différents pays et de bien surveiller tout ça. Elle dirige un petit peu la cellule terroriste, la cellule de crise à la Maison Blanche. Pour clarifier ce qu'on dit sur ces 3 fois 25 minutes et ces 3 fois les mêmes 25 minutes, c'est donc 3 points de vue, mais 3 points de vue très très proches. On a un premier point de vue qui est donc celui de Rebecca Ferguson qui dirige la cellule de crise de la Maison Blanche. On a ensuite un autre point de vue qui est le point de vue des gens qu'on a mis les premiers dans le bunker, le fameux bunker des gens qu'il faut surtout pas qu'on les ait genre plus, le président, Idriss Elba. Justement, le troisième point de vue est uniquement le point de vue du président qui est en déplacement au moment où il apprend le truc. Et donc, entre le moment où il est en déplacement, il arrive sur son endroit de déplacement et on a l'info et on le rapatrie, il s'est déjà passé 15 minutes. Donc, quand on est en train de le rapatrier et qu'il doit prendre la décision, il n'est pas encore à la Maison Blanche, il est entre deux et tout ça, quoi. Et c'est assez marrant. Le dernier donc, point de vue étant le point de vue du président. Andou le disait tout à l'heure, on remonte la chaîne de commande. Et moi, ce que j'aime bien dans cette troisième partie, c'est que finalement, tout ça ne repose que sur les épaules d'un mec et sur son ressenti de la situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on frappe hyper fort ? Est-ce qu'on frappe pas hyper fort ? Un moment, mais d'une drôlerie horrible où je sais pas, ça doit être le chef de sa sécurité qui est constamment à côté de lui sort d'une mallette un espèce de classeur qu'il a jamais vu de sa vie pour lui dire bon bah alors ça c'est dans le classeur c'est les niveaux de réponse que vous pouvez donner de la réponse la plus light à la réponse la plus coriace quoi et et le pauvre président il est là mais attendez j'ai l'impression qu'on me tend le menu d'un resto là c'est hyper bizarre quoi. Donc tout ça est un petit peu à la fois flippant à découvrir et en même temps on se dégage de là une sorte de poésie de l'absurde de là où on a mis le monde maintenant quoi. Le titre du film le dit bien, on vit tous dans une maison qui peut péter à n'importe quel moment parce qu'elle est pleine de dynamite quoi. Allez, pour terminer, on conseille ça à qui ? Je pense déjà à tous les fans d'histoire américaine, parce que mine de rien, ça reste une histoire américaine, ça reste une menace sur le territoire américain. C'est encore les Américains qui sont visés, c'est les Américains qui peuvent sauver le monde. Donc, je pense que déjà prudence sur ça. Moi, je conseillerais ça volontiers déjà aux gens qui aiment la cinéaste, hein. Catherine Bigelow. Si Des Mineurs ça vous a intéressé, si Zero Dark Thirty ça vous a intéressé, si Détroit ça vous a intéressé, faites-lui confiance. Si vous aimez Point Break. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bien sûr. Puis c'est un très bon thriller politique. Exactement. C'est un très bon thriller politique. C'est un très bon thriller politique avec une forme originale, avec d'excellents acteurs. On s'ennuie pas une seconde. En même temps, ça n'a pas le défaut d'être trop long, alors que souvent les films de plateforme ont ce défaut-là. Là, en moins de 2 heures, c'est bouclé, donc c'est chouette. Et à mon humble avis, on en reparlera de ce film, en tout cas je le souhaite, tout au long de la saison des récompenses. En tout cas, c'est un film qui a ses chances, quoi. Donc voilà, jetez-y un œil, c'est de très bonne qualité. Ça sort le 24 octobre sur Netflix. Voilà, donc vous pouvez directement le mettre dans vos agendas. Et Gauthier, justement, toi, tu t'es posé aussi des questions de production aujourd'hui. Et je crois que tu avais envie de mettre les pieds dans le plat.
Du coup, Gauthier, vers où tu nous emmènes aujourd'hui ? Ouais, je vais essayer de vous dire les vrais trucs, les vrais trucs sur les formats de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde et tout ça. Et ne vous inquiétez pas, je vais partir de très très loin, mais je finirai sur les plateformes. Au tout début, il y a eu le Big Bang. Exactement. Non, d'ailleurs, c'était Dieu. Au tout début, c'était Dieu. Non, je plaisante. Si vous voulez, par exemple, la musique qu'on écoute, pourquoi les gens qui faisaient du rock progressif dans les années 70, ils se permettaient souvent de faire une chanson de 24 minutes une fois de temps en temps comme ça ? Parce que ça tient sur une phase de vinyle long play. Exactement, parce que ça tient sur une phase de vinyle. Parce qu'on consommait la musique sous cette forme-là, et les musiciens, les artistes se disaient je vais profiter du format sur lequel on consomme la musique pour expérimenter autour de ça. Aujourd'hui, les artistes de rap, notamment, qui diffusent leur musique principalement sur Internet, et sur des vidéos YouTube et tout ça, parfois ils font des trucs qui durent plutôt 1 minute 15, comme certains morceaux de XXXTentacion. Bon, comme on a changé le format de consommation, évidemment, les morceaux qu'on écoute ont un petit peu changé. Il y a même des fun facts autour de ça. Si vous écoutez un album de Electric Light Orchestra qui s'appelle Out of the Blue, il y a une chanson très célèbre qui s'appelle Mr. Blue Sky, qui se termine par les mots « Please turn me over », ce qui est très très bizarre. Ça veut dire « S'il vous plaît, retournez-moi ». C'est juste que c'est la fin de cette phase du disque et qu'il faut se lever et aller retourner le disque. L'un des plus grands chamboulements dans l'histoire des formats musicaux, c'est l'arrivée des radios en masse qui ont standardisé les morceaux autour de 2 minutes, 2 minutes 30. Exactement. D'ailleurs, on en parlait déjà la dernière fois qu'on parlait de ces fameux formats. Donc voilà, donc en gros, la consommation d'objets artistiques, elle est souvent guidée dans sa forme par la manière dont on peut la consommer, tout simplement. Autrefois, les films étaient faits sur pellicule, ce qui est un autre format. Et du coup, les bêtisiers, on en avait moins parce que faire une mauvaise prise, rater sa prise, se bidonner pendant qu'il y a de la pellicule qu'on dépense, au fait, ça faisait un peu moins rire sur les tournages. On disait, t'es gentil Michel, mais tu peux arrêter de te marrer parce que ça coûte littéralement du pognon, là. Au cinéma, il y a un format qui est exclusif au cinéma, qui est le cinémascope, et qui est l'équivalent en vidéo du 2.35, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est un format d'image extrêmement étendu à l'horizontale. C'est ce qui fait qu'on a des bandes noires, en gros. Et c'est ce qui fait qu'à la télé, qu'on a des bandes noires, effectivement. Au cinéma, tu n'as pas les bandes noires. Non, au cinéma, on n'a pas les bandes noires, puisque le cinéma nous propose de voir ces films dans ce format où on voit les délicieux paysages américains. Oui, parce que du coup, ils ont inventé ce format. À la base, c'était pour pouvoir bien capturer les étendues du Far West. Exactement. Faut le dire. Exactement. Les fameux paysages américains tournés en Espagne et en Italie. Oui, aussi cela. dans le Western Spaghetti, c'était ça. Mais le cinémascope, avant qu'on aboutisse au cinémascope, on avait déjà fait plusieurs tentatives de la même chose. On se souvient dans le Napoléon d'Abel Gance, par exemple, à la fin, l'écran principal est rejoint par 2 autres écrans sur les côtés. Donc on a tourné à 3 caméras qui se raccordent les unes les autres à l'horizontale, et c'était déjà une tentative de cinémascope, mais qui coûtait une blinde. On pouvait pas faire ça à tous les films et tout ça. Je sais que pour je vois pas du tout où on va là, mais ouais, c'est très intéressant. Je sais que pour la conquête de l'Ouest, on avait utilisé aussi un format d'image expérimentale pour calquer le cinémascope. Tout ça pour vous dire que c'est devenu une nouvelle norme de tourner en cinémascope. Tous les films, beaucoup des grands blockbusters se tournent en cinémascope pour nous emmener dans les salles de cinéma. Et on en revient aux plateformes, parce que moi, quand je me suis spécialisé dans les contenus de plateforme et quand j'ai commencé à dire qu'il faudrait une critique particulière pour ces contenus, je me suis souvent rendu compte, à ma grande surprise, que de très très nombreux contenus, notamment des films, étaient tournés en cinémascope. À quoi ça sert de tourner en cinémascope, puisque chez nous, dans notre canapé, on n'a pas de télé en cinémascope, ça n'existe pas. Personne n'a une télé chez lui au format cinémascope. Et d'ailleurs, si on en avait une, on serait bien con, parce que au lieu d'avoir des barres noires en haut et en bas, on passerait son temps à avoir des barres noires à droite et à gauche, parce que les formats télé sont pas du tout tournés, eux, en cinémascope. On m'a répondu souvent
que ah bah oui Gauthier, tu comprends bien, les cinéastes qui rejoignent les plateformes, ils se disent pas ah là là je vais faire un film pour les plateformes, ils tournent comme d'habitude, ils tournent comme ils ont envie, et souvent c'est en cinémascope. D'ailleurs aux États-Unis, on vous rappelle que ces films comme le film de Catherine Bigelow dont on vient de vous parler, ils peuvent, eux, sortir au cinéma. Aux États-Unis, c'est possible, il n'y a pas de chronologie des médias, donc ils peuvent avoir une exploitation cinématographique de 1 semaine, 2 semaines dans quelques salles, et ça leur permet justement d'accéder à la course aux Oscars et à toutes les récompenses. Donc ça se justifie très bien pour les films qui sont sur les plateformes. Mais là où je voulais en venir, c'est que, enfin, là où je voulais en venir, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé sur les deux dernières séries qu'on a regardées pour Original, c'est-à-dire Alien Earth et Ed Gein, donc Monstre, l'histoire de Ed Gein. Et j'avais déjà repéré ça depuis 2018 et une autre série Netflix qui s'appelait Maniac. À quoi ça sert, diantre, à quoi ça sert de tourner des séries en 2:35 ? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez une réponse à me proposer ? Est-ce que c'est pour leur donner un cachet ? C'est pour leur faire c'est pour faire style cinéma. C'est pour faire style cinéma. Moi, j'ai pas le besoin qu'on me fasse style cinéma quand je suis derrière ma télé. Et au fait, j'ai besoin que l'image, elle couvre ma télé. C'est par amour des bandes noires en haut et en bas. Est-ce que les gens qui regardent sur téléphone avec les nouvelles dalles de téléphone qui sont hyper allongées pour faire des stories, ça serait du 2:35 à la verticale? Non, c'est une bonne question. Parce que les tablettes, est-ce que mon téléphone à moi est capable de faire un 2:35 Mais je sais pas. Le mien, oui. Le tien, oui. Mien, ouais, il peut le faire, ouais. Le tien, si on recouvre totalement l'intégralité de la plaquette, là, c'est du 2:35. C'est du 2:35, ouais. Tu crois qu'ils sont en train d'essayer de nous faire des séries qui sont à regarder sur les téléphones ? C'est une réponse possible. À ce moment-là, c'est pas bête. Je reviens et je fais une petite conclusion sur ces questions de format. Donc, Andou et moi, nous sommes allés voir le film de Catherine Bigelow hier dans une salle de cinéma, puisque Netflix, eux, ils veulent pas nous envoyer des liens, ils veulent qu'on découvre leurs films sur grand écran dans une salle de cinéma. Moi, les contenus de plateforme, les gars, je vous le dis comme je le pense, je préférerais les découvrir au format, c'est-à-dire soit chez moi devant ma télé, soit, si vous avez raison et que c'est bien le 2:35 qui est fait pour mon téléphone, sur mon téléphone, dans le métro, avec des écouteurs pourraves, un étalonnage de merde. Il me semble que c'est un peu ça, le vrai haut format maintenant. Merci Gauthier. Merci beaucoup. Merci Gauthier pour cette chronique engagée. Je vous propose d'enchaîner tout de suite, vu que l'heure tourne, avec l'agenda de la semaine. Et cette semaine, on va donc parler des sorties entre le 13 octobre et le 19 octobre, en l'occurrence, qui ont retenu mon attention. On va pas faire toutes les sorties. Je vous en ai pris 5 que je pense être un joli panel représentatif de ce qui sort sur les plateformes cette semaine. Et ça commence sur HBO Max avec, depuis lundi, The Chair Company, 8 épisodes, une série télé américaine qui est une sorte de comédie absurde. C'est assez rare, ce genre d'humour, donc je voulais vraiment le mettre un petit peu en lumière, ce qui est créé par Tim Robinson et Zach Canine. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est juste le personnage principal, William Ronald Trosper, qui est joué par Tim Robinson lui-même. Et donc ça démarre après un incident embarrassant au travail qui est lié à une chaise de bureau qui se casse pile au moment d'une présentation de la nouvelle chaise de bureau qui devrait révolutionner les chaises de bureau. Et à partir de cet incident, Ron se lance dans une enquête de plus en plus paranoïaque et conspirationniste pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et sabotage. Est-ce que c'est un sabotage ? Est-ce que c'est un problème de calcul ? Voilà, il y a un énorme mystère autour de cette chaise de bureau. Et voilà, et peut-être des forces implicites. Intéressant. Ouais, c'est assez marrant. Et alors, quand tu dis humour absurde, on n'est pas dans l'humour absurde des As. On est sur un truc plutôt genre l'absurde de on va se vénère et faire une théorie du complot autour d'une chaise de bureau, quoi. Moi, je pense que c'est de l'humour à tomber de sa chaise. Ouais.
C'est très bien. C'est aussi une satire évidemment du monde de l'entreprise, du quotidien au bureau, avec des petites touches de thriller et de mystère évidemment, et de thriller paranoïaque greffé dans cet univers beaucoup plus habituel et quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a toujours depuis lundi, depuis le 13, sur Paramount+, cette fois. Si je vous dis Watson, vous pensez à quoi ? Sherlock Holmes. Exactement. Alors, Moi, je pensais à Emma Watson, mais bon... c'est vrai aussi. Eh bien, Andou a gagné. D'accord. Puisqu'on va parler de la série Watson, créée par Craig Sweeney, qui a travaillé, entre autres, sur Elementary, qui était déjà une réinterprétation dans le monde moderne des aventures de Sherlock Holmes et de Watson. Et bien cette fois, c'est encore une fois une série dans le monde moderne, cette fois centrée uniquement sur le personnage de Watson, qui ça se passe 6 mois après la mort supposée de Sherlock Holmes, et le docteur Watson, qui est incarné par Maurice Chestnut, va reprendre sa carrière médicale, et donc il dirige une clinique qui s'appelle la clinique Holmes, et qui se spécialise un petit peu dans les pathologies rares, énigmatiques, insolites. Et donc Watson, avec toute son équipe, ils utilisent des approches et des diagnostics pour résoudre des cas médicaux plus ou moins complexes, avec toujours des filaments de l'univers de Sherlock Holmes distillés un petit peu tout au long des épisodes. Et on annonce, donc en gros, si vous avez compris, c'est Dr House cross Sherlock. Et on annonce déjà, c'est un projet de diptyque, une saison 2 où Sherlock Holmes revient, puisque dans l'histoire de Conan Doyle, il est pas mort, il fait son comeback, et ce sera Robert Carlyle qui l'incarnera. Voilà, donc ça s'appelle Watson, et c'est disponible sur Paramount+ depuis lundi dernier. On change totalement d'ambiance sur Netflix depuis mardi dernier. Vous pouvez découvrir une nouvelle adaptation de jeu vidéo, mais cette fois en série d'animation. Ça s'appelle Tom Clancy's Splinter Cell Deathwatch. 8 épisodes de 22 minutes pour avoir la suite des aventures de Sam Fisher, qui était le héros du jeu vidéo Splinter Cell. Splinter Cell, c'est l'un des premiers jeux qui a créé le genre des jeux d'infiltration, où au lieu de tirer dans tout le monde, il fallait essayer de ne pas se faire repérer. Il fallait fumer des cigarettes pour pas trembler au sniper. Moi, c'est ça que je retiens de ce jeu. Surtout pour voir les fils rouges, des lasers, etc. Le jeu qui faisait l'apologie de la cigarette, je trouvais ça incroyable à l'époque. Fallait aussi tirer dans les ampoules pour empêcher que les gens, les gardes vous voient, faire attention à son ombre et ce genre de choses. Et du coup, il n'y a jamais eu d'adaptation avant de Splinter Cell. Non, alors il y a eu des tentatives, mais ça n'a jamais eu quelque chose de vraiment finalisé. Et même le jeu vidéo, ça fait depuis 2013 qu'il n'y a pas eu de... C'est Tom Clancy, non, Splinter Cell? Tout à fait. Aussi, Et Tom Clancy, c'est toute une série de romans d'espionnage et de politique américain. Qui a inspiré beaucoup de jeux vidéo aussi. Et de films. Et de séries, etc. etc. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une coproduction Ubisoft Film et Télévision, qui est une nouvelle succursale, on va dire, de Ubisoft. Ubisoft Plus. C'est réalisé par Guillaume. Ça existe. Non, mais ça existe en plus. Réalisé par Guillaume Douce et co-réalisé par Félicien Colmédage. Voilà, et c'est aussi créé par Derek Kolstad, qui avait déjà bossé sur John Wick. C'est super parce que du coup, Splinter Cell, en plus, Guillaume en douce, tu vois, c'est un peu le film où le héros doit aller en douce, tu vois. Ouais. Je l'ai. Et juste un mot sur le casting, ce sera Liv Schreiber qui prête sa voix au héros Sam Fisher. D'accord. Sur Disney+, depuis mercredi dernier, 15 octobre, vous pouvez découvrir une série en 8 épisodes inspirée d'un fait réel et de true crime. Encore du true crime, bien sûr, avec les Murdoch Murders, une série qui s'inspire de ces fameux Murdoch Murders, et notamment du podcast qui essayait de trouver la vérité autour de cette famille. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'intrigue, elle revient sur cette affaire judiciaire qui a bouleversé la Caroline du Sud et impliqué toute la famille Murdoch, où le père a été accusé du meurtre de sa femme et de son fils, avec ce qui était présenté au départ comme un accident de bateau, et puis progressivement d'autres morts mystérieuses, puisque le meurtrier a essayé de cacher ses meurtres à travers d'autres meurtres. Donc voilà, la série revient sur toute cette affaire. C'est créé par Michael Fuller et Erin Licard. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va y retrouver Patricia Arquette dans le rôle titre,
ainsi que notre cher Jason Clarke, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, très bien. Voilà. Ouais. Qui s'est mis des grosses prothèses, un petit peu comme le pingouin Colin Farrell. Et voilà, donc c'est sur Disney+, une série de True Crime depuis le 15 octobre. Et enfin, comment ne pas passer à côté du plus grand événement, le dernier volet d'une trilogie, c'est disponible depuis hier, 16 octobre, sur Prime, une trilogie qui défie tous les records sur Prime Video. La nouvelle génération s'est emparée de cette trilogie et en a fait son étendard, comme Le Seigneur des Anneaux il y a 20 ans, comme Star Wars il y a 50 ans. Ça s'appelle À Contresens. Eh oui, À Contresens. Ça y est, je l'ai eu sur le fil. Juste à la fin, je l'ai eu. Je l'avais pas, je l'aimais. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe parce que c'est le 3. Ouais. Évidemment. Et puis il y a eu des spin-offs qui se passaient ailleurs, avec d'autres persos et tout ça. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans À Contresens 3 ? Parce que c'est quoi déjà il se passe quoi dans À le Contresens faut que Andou, tu ne fais pas partie c'est le film le plus, c'est la trilogie de plus là, vue. il faut croire que j'étais à contresens sur ce coup-là. T'es à Contresens. Eh bien, écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que l'histoire, elle reprend 2 ans après les événements du deuxième film, déjà. Et qu'est-ce qui se passe ? Noah, maintenant, il vit à New York. Et, c'est pas vrai. Mais ouais, bien sûr. Et Nick, lui, à Los Angeles. Et et alors, évidemment, ils se sont séparés à la fin du 2. Donc, il y a des regrets, les blessures du passé. Et tout ça, c'est autant de thèmes qui ont été laissés en suspens et qui vont être explorés cette fois. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie d'un coup. Là. Ouais. D'autant plus que là, un événement déclencheur va venir changer tout ce qui s'était passé dans le 2, puisqu'ils vont se retrouver au mariage de Jenna et de Lion. Yes. Yes. Alors évidemment, le mariage joue un rôle de catalyseur pour toutes ces tensions personnelles entre Noah et Nick, et surtout que Nick, lui, entre-temps, a hérité de l'entreprise de son grand-père, et ce qui change totalement sa situation professionnelle, alors que Noah, elle a commencé sa carrière, donc forcément il y a un déséquilibre entre les deux. Ouais. Ça joue plus dans la même cour là. 2 heures de bonheur à découvrir sur Prime, réalisé par Domingo Gonzalez, qui reprend les manettes. Ouais, juste un petit mot pour la jeunesse. Si vous aimez ça à Contresens, on est désolé de s'être moqué de vous à l'instant. Peut-être qu'on reviendra dessus comme on a fait pour K-pop de Monhunter. Déjà. Cochon qui sont dédits. Et surtout, si les vieux ont plus le droit de se moquer des jeunes et les jeunes ont plus le droit de se moquer des vieux, tout fout le camp, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui niveau sortie, et c'est d'ailleurs là-dessus que va s'achever notre émission. C'était donc Original saison 2 épisode 7. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou qui va être aux manettes pour vous faire le meilleur montage son et équilibrage dont il a le secret. Il fait ça à la hache. Oui. Avec des gants de boxe. Eh oui. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé et toujours plus de créations originales. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.